Mesdames, Messieurs, nous allons attaquer donc ce conseil d'avant-été, même si on voit quand même que les températures sont caniculaires. Permettez-moi tout d'abord de vous souhaiter, évidemment, comme à chaque fois, la bienvenue dans notre salle du conseil municipal. Il y a une vingtaine de points, comme vous avez pu voir, avec des sujets importants pour la ville. Je pense que vous avez travaillé tous le projet de délibération, notamment sur le plan financier des quelques projets à venir. Il y en aura d'autres. Je vais commencer par faire l'appel et, comme à mon habitude, évidemment demander à un volontaire qui sera nommé d'office, qui s'appelle Daniel Gornet, concernant, s'il y en a d'autres, c'est bienvenu, qui sera notre secrétaire de séance. Monsieur Patrick Floquet. Présent. Madame Léa Gourvès. Présent. Monsieur Thierry Ledzinski. Présent. Madame Nicole Charles. Présent. Monsieur Valentin Vassal. Présent. Madame Fabienne Picard. Présent. Monsieur David Henry. Présent. Madame Marie-Lorraine, Jacquerez. Présente. Monsieur Daniel Gornet. Présent. Monsieur André Auchamp. Présent. Madame Véronique Rossier est excusée, mais Monsieur Lamontre doit arriver en retard, d'après ce que je sais. Madame Sylvie Vincent. Présente. Madame Claudine Claude. Présente. Monsieur Éric Lamontre, je vous l'ai expliqué. Monsieur Jean-Jacques Gauthier. Présent. Madame Isabelle Boissel. La sauce. Présente. Merci. Avec mes excuses. Et félicitations de nouveau. Merci. Monsieur Olivier Simonin, ça fait 2 fois que je fais le coup. Présent. Madame Lucie Hureau est excusée et a donné procuration à Monsieur Patrick Floquet. Monsieur Jordan Cruciani. Présent. Madame Élodie Chahomme-Lefel. Présente. Marco Desnaux est excusé et a donné procuration à Monsieur David Henry. Monsieur Christian Grégoire. Présent. Madame Anne Branhet. Présente. Monsieur Lucas Marchini est excusé et a donné procuration à Monsieur Alexandre Chopinez. Madame Charline Lehmann. Présente. Monsieur Alexandre Chopinez. Présent. Donc je suis présent. Nous sommes 1, 2, 3, 4, 5. Oui, 1, 2 présents, 3 pouvoirs, et nous sommes 25 votants dans l'attente de qui vous savez. Et donc le quorum est atteint puisqu'il a 14 et nous allons attaquer avec les premiers points. Tout d'abord l'approbation du procès verbal de la séance du 5 juin 2026. Y a-t-il des remarques, des observations? Face au vote, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Point numéro 2, qui concerne les institutions avec la désignation de représentants du conseil municipal au sein de la société civile abonnée Régicable Vitel, Régicable Câble. Donc le conseil municipal a fixé un nombre de membres au sein du conseil de l'exploitation à 6, donc 3 représentants du conseil municipal et 3 représentants de la société civile des abonnés. Nous avons eu, pour être précis, monsieur Ledzinski a eu la candidature de monsieur Dorget, madame Piedboeuf et monsieur Ghislain Didier. Est-ce qu'il y a d'autres candidats? Nous passons au vote. Alors, au sein du conseil, on reste sur les mains. Il y avait Thierry, je crois que ça a été fait. Marie-Lorraine, Thierry et Daniel. Est-ce qu'il y a d'autres candidats? Ça a été fait. On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. C'était une des premières réunions de mémoire. Délégation au maire de certaines attributions du conseil municipal. Je ne vais pas vous reprendre tout le laïus. Donc, comme vous le savez, le 21 mars 2026, en application de l'article L 2122-22 du CGCT, le conseil municipal a délégué des pouvoirs au maire. Le 29e alinéa relatif à l'admission non-valeur des créances de la collectivité n'excédant pas 100 € a été modifié par le décret 2026, donc par l'État, 118 relatif à la simplification de l'action publique, portant sur les montants maximum qui seraient portés à 200 €. Donc vous êtes, par cette délibération, avec un avis favorable de la commission finances, qui a eu lieu le 2 juillet 2026, vous êtes appelés à vous prononcer sur cette délégation IP, notamment qui concerne
les admissions en non-valeur à hauteur de 200 €. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Point suivant qui concerne le point finance. Et parole est donnée au maire adjoint Patrick Floquet. Oui, bonsoir à toutes et à tous. On va aborder donc la première décision modificative du budget général sur sa section de fonctionnement et d'investissement également. Je vais pas revenir de façon très en détail sur l'ensemble de ces modifications, puisque ça a été évoqué, comme vient de le dire M. le maire, lors de la commission finances du 2 juillet dernier. Une fois n'est pas coutume, on va commencer par les recettes, puisque c'est les deux sujets qui induisent en grande partie cette décision modificative. Une décision modificative qui peut paraître importante, 1,6 million d'euros, mais vous allez voir, en fait, c'est plutôt une introduction d'écriture. Vous avez deux modifications principales en recettes, et on y reviendra tout à l'heure dans les délibérations, monsieur le maire y reviendra. Première recette de 600 000 €, qui est une recette qui est liée à l'aboutissement du protocole transactionnel avec la société IDEX, et une autre recette de plus d'1 million d'euros, mais vous allez voir que ça s'équilibre et ça se neutralise dans le côté dépenses, qui est lié à la fin d'un litige que nous avions avec la société Hydrotherm. Sur le côté donc dépenses de fonctionnement, là vous revoyez les différentes écritures, et en particulier l'écriture et créance éteinte à plus d'1 million d'euros, c'est la contre-valeur de celle qu'on vient de voir en recette. On en profite aussi pour quelques petits aménagements de 90 000 € complémentaires sur le chauffage urbain, parce que nous avons reçu récemment les factures de l'année dernière de prestataires de chauffage qui, de fait, influent ce chapitre. Et puis, nous introduisons, entre guillemets, les 600 000 € que vous avez vus en recette de différentes manières. C'est toutes les lignes qui sont en dessous. D'une part, nous annulons un titre que nous avions déjà réalisé de 410 000 €. Nous annulons également une provision qui avait été prévue par rapport à ce litige-là pour cette année, qui de fait n'a plus lieu d'être parce que le sujet est résolu, si on peut dire ça comme ça. Et puis, la ligne orange, alors je le rappelle, lors de la commission finance, nous n'étions pas encore certains, pour ceux qui étaient là, de la nature exacte du compte sur lequel nous allions le poser. Nous avons reçu la certitude, enfin seulement hier après-midi, de la trésorerie, parce que je leur ai rappelé quand même que le conseil était ce soir, pour nous permettre effectivement d'ajuster cette dépense, donc c'est 600 000 €. Comme l'évoquera tout à l'heure monsieur le maire, c'est donc le protocole transactionnel, mais il concernait trois entités, la ville et la SPL Destination Vitel et la Senditerm. Et donc de fait, il est normal qu'on réintroduise une partie de ce versement, c'est les 189 283 que vous voyez, qui auront vocation normalement, en fonction de conventions qu'on devra passer, parce que c'est pas si simple que ça, justement avec la trésorerie aussi, pour faire en sorte que cet argent revienne éventuellement à la SPL Destination Vitel et puis à la Senditerm. Voilà pour les modifications sur le budget de dépenses de fonctionnement. Pour ce qui concerne le budget d'investissement, là aussi, rien de bien extraordinaire, à part le fait qu'on introduit une subvention de la région Grand Est par rapport au projet de récupération d'eau, on y reviendra d'ailleurs tout à l'heure, de 100 000 €, puisque la région nous a notifié. Et puis aussi une subvention régionale de nouveau de 5 950 € qui est liée à l'étude de faisabilité. Alors c'est marqué ouvrière, mais en fait ce sont les panneaux photovoltaïques de la maison de l'enfance qui sont dessus. Et puis on équilibre avec un petit rajout sur l'emprunt d'équilibre de 33 000 €. En face, on a les dépenses qu'on ajuste un peu partout sur différents sujets. Et les choses principales qu'il faut redire, en dehors le détail, il est expliqué en commission finance, c'est surtout l'ouverture et la mise en route des crédits concernant l'opération 113, préservation de la ressource en eau, par rapport au projet que vous connaissez concernant le complexe sportif du stade, je vais y arriver. Quelques ajustements divers et variés concernant certains bâtiments, certaines études ou certains travaux qu'on fait plus ou qu'on refait de nouveau à la place. Tout ça, je les ai évoqués en commission finance, qui nous permet donc de faire une modification globale du budget d'investissement de 139 164 €, c'est-à-dire qui est quand même une petite variation. Voilà pour le budget d'investissement et le budget de fonctionnement et l'ADN numéro 1. Nous sommes d'ailleurs déjà
pour votre culture personnelle, en train de préparer l'ADN numéro 2 ainsi que l'ADN numéro 3. L'ADN numéro 2 au mois de septembre et l'ADN numéro 3 probablement au conseil de fin d'année. Voilà. Merci Patrick. Est-ce qu'il y a des remarques ou des observations? J'en conclus qu'il n'y a pas de remarques ni d'observations, donc on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Oui, 5. C'est la commission. Je vous remercie. Point suivant qui concerne les autorisations de programme et les crédits de paiement avec la préservation de la ressource en eau, Patrick. Alors, comme je le disais, là, vous avez la traduction en termes d'autorisation de programme et crédit de paiement. Vous savez, on avait voté une autorisation de programme il y a 2 ans, l'année dernière, relative à l'opération qui est pluriannuelle de préservation de la ressource en eau sur le complexe sportif. Opération qui n'a pas bougé au niveau de ce total, de 2 millions à plus de 2,6 millions, mais qui maintenant va pouvoir rentrer dans sa phase concrète. Maintenant, nous avons obtenu la notification des différents financeurs, l'Agence de l'eau, la région Grand Est, le conseil départemental, majoritairement. Et on peut maintenant se permettre d'étaler l'opération et de la mettre en route à partir de maintenant. Pour ce faire, il faut de fait lancer les différents marchés. Pour lancer les marchés, il faut effectivement provisionner les différentes sommes correspondantes que nous avons étalées, donc de façon un peu différente de ce qui était prévu au départ. En 2025, vous avez un crédit de paiement réel qui est de 3 960 €, 150 000 € cette année, et on étale sur le reste des aventures. Et évidemment, en fonction de la réalité des travaux et de la réalité surtout des factures, on sera sûrement amené à la rectifier au fur et à mesure du temps. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a des remarques? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Vote à l'unanimité. Un point important qui concerne, Patrick en a parlé, les finances et la DSP, réseau de chaleur, protocole transactionnel. Donc on vous fait, par ces délibérations, je vais revenir à la fois l'historique des événements et surtout, le travail qui a été effectué depuis 2022. Donc je vais être factuel. Le 13 juin 2012, la ville de Vittel a confié l'exploitation de son réseau de chaleur, comme vous le savez, à la société ILEX. En juin 2023, lors de la présentation du rapport annuel au titre de l'année 2022, et je salue à la fois les adjoints qui ont travaillé sur le sujet à l'époque de l'année 2022, qui faisait référence à l'hiver, à la fois 2022 et 2023, la collectivité a constaté une hausse significative des recettes du délégataire. Nous avons étonné de ce constat. D'ailleurs, les adjoints correspondants à l'époque m'avaient fait remarquer cette grosse anomalie, malgré l'impact de l'augmentation du coût des énergies au conflit russo-ukrainien. Nous avons demandé des explications aux délégataires, puisque c'est notre droit, notamment sur ce prix moyen garanti, minimum garanti, qui n'était plus de fait, puisqu'on avait laissé filer le prix de l'énergie, notamment qui avait été fixé par l'avenant numéro 1, il date de 2014. Il y avait une sorte de prix plafond qui protégeait l'usager, avec une formule basée sur un nombre de mégawatts vendus et la puissance souscrite par rapport au prix d'origine. Après plusieurs mois de discussion, et évidemment un bras de fer qui s'est commencé à s'engager, il a apparu que le délégataire était dans l'incapacité de fournir la moindre explication quant au calcul de ce fameux prix garanti. Et la formule n'avait donc pas été appliquée. Dès lors, nous avons fait, une mission de combat, et je salue aussi le travail des services, l'adjoint aux finances, l'adjoint à l'environnement et aux travaux et aux fluides, qui ont travaillé avec nous sur cette possibilité de négocier. Et nous avons entamé des discussions avec IDEX face à la réticence du délégataire à reconstituer la tarification aux usagers, et on a notifié d'ailleurs le résultat au délégataire pour recueillir ces observations avant l'émission d'un titre exécutoire, ce que nous avons fait pour le forcer, et le concessionnaire a assigné la commune devant les tribunaux administratifs en vue d'annuler ce titre exécutoire. Nous arrivions donc dans une solution, une impasse. Donc nous avons choisi un dialogue qui a finalement été renoué avec le délégataire et les personnes responsables du marché, qui, nous l'avons proposé un protocole transactionnel
qui est en pièces jointes. Ce protocole et les engagements réciproques de la société Vitel Chaleur Urbaine et la ville pour mettre fin à ce contentieux, sachant que si on partait dans les tribunaux, nous en aurions pour 10 ans, sous réserve que, vous savez comment sont les tribunaux, il y a la possibilité de perdre également. Donc, d'un point de vue concret, l'IDEX, il est tenu à verser à la commune une indemnité transactionnelle forfaitaire de 600 000 €, de désister toute action en justice en cours, de renoncer à toute demande ou réclamation relative à ce fameux article et ce prix garanti. Et la ville, évidemment, s'engage à repartir sur une bonne base, d'annuler les titres exécutoires émis en direction de Vitel Chaleur Urbaine, de renoncer pour le passé et l'avenir à l'application de cette fameuse clause, puisque c'était devenu du grand n'importe quoi, de renoncer à réclamer également les paiements en lien à la dite clause et de se porter fort pour ces satellites en encaissant évidemment des montants forfaitaires. Donc, vous êtes appelés à approuver les termes du protocole transactionnel et à m'autoriser à le signer et autoriser le maire à signer les conventions demandant à intervenir avec ces satellites. Est-ce qu'il y a des remarques ou des observations? Donc c'est une très bonne nouvelle. D'ailleurs, elle était aidée dans la décision modificative. Les Vitellois prescriront, notamment la nature du vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Point suivant qui concerne les finances, avec l'allocation de chalet et l'encaissement d'une recette. Alors là, c'est un point technique qu'on a évoqué aussi en réunion. Finance, c'est juste pour nous permettre d'encaisser de l'argent. C'est lié aux modalités d'encaissement qui ont eu lieu par l'association Vitel Union pour le marché de Noël de l'année dernière, qui ont été encaissés en numéraire. Or, c'est très compliqué de pouvoir ensuite rentrer dans la comptabilité municipale. On vous demande simplement une délibération pour acter le fait que nous allons entrer dans la... qu'on va pouvoir les verser cette somme de 3 300 € sur la régie animation pour nous permettre de le faire rentrer dans la comptabilité municipale. Est-ce qu'il y a des remarques sur ce point? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Des admissions en non-valeur, Patrick. Alors, les admissions en non-valeur, là aussi évoquées en commission finance, c'est traditionnel. Avant la délibération que nous avons prise tout à l'heure pour les montants jusqu'à 200 €, donc on était à 100 €. Donc là, vous les avez à les différentes... C'est tous les titres qui ont été poursuivis, pour lesquels la trésorerie avait pris des marches correspondantes et qui, de fait, à cette heure-ci, n'ont plus de possibilité de recours potentiel. Il y en a pour 1061,55 € qui, de fait, ne seront pas recouvrés. C'est dispositif, évidemment, est à l'unanimité de la commission finance. Il y en marque les observations. On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Point suivant qui concerne maintenant la créance de la SARL Hydrotherme Ingénierie. Alors, comme dirait mon prédécesseur, c'est un petit peu l'héritage qu'on récupère. Pour mémoire, la SARL Hydrotherme Ingénierie était le maître d'œuvre sur des travaux de rénovation des réseaux de l'eau de l'établissement thermal. Sa responsabilité a été reconnue dans des erreurs d'appréciation. Il y a eu plusieurs jugements qui se sont succédés, notamment avec un jugement au tribunal administratif. La ville a émis un titre de recette d'un montant d'1 million € à l'encontre de cette SARL afin d'obtenir le versement de dommages et intérêts auxquels elle a été condamnée. Seulement, entre-temps, cette société a fait faillite et 1173,08 € ont été réglés à la commune, avec un jugement de clôture pour insuffisance d'actifs, ce que j'expliquais de la société, donc une impossibilité et une incapacité à recouvrir. Le comptable du Trésor a donc communiqué à la commune l'admission non-valeur du solde de créance à hauteur du montant qui est inscrit, à savoir 1 019 725,63 €. Mais le titre émis en 2020 étant aujourd'hui provisionné à 100%, pour mémoire, nous avons une obligation, comme dans les entreprises, de provisionner chaque année une certaine fraction de ce montant. Donc il n'y aura pas d'impact budgétaire. Mais l'affaire n'est pas encore faite, puisque nous allons avoir certainement une nouvelle explication auprès des tribunaux, notamment avec l'assurance, qui est AXA pour ne pas la citer, de Hydrotherme, pour essayer de voir s'il n'y a pas la possibilité de récupérer cet argent, puisque il y avait une couverture aussi de la part de l'assurance, mais elle n'était pas non plus extraordinaire. Après avis favorable de la commission finance, réunie le 2 juillet 2026, le conseil municipal est appelé à approuver l'admission en non-valeur de cette créance pour la somme de 1 079 725,63 €,
sachant que vous le savez que cet argent a déjà été au fil des années impacté sur nos budgets. Il y a des remarques? Pas de remarques, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Vote à l'unanimité, je vous remercie. Le point suivant qui concerne la fixation de la durée d'amortissement des immobilisations incorporelles et corporelles. Patrick? Il s'agit simplement dans la délibération officielle que vous avez déjà vue les années antérieures et encore récemment, d'en rajouter une ligne tout simplement qui n'était pas encore prévue pour le compte 204 15 82 bâtiments et installations qui n'y figurait pas et on en rajoute simplement en précisant que sa durée d'amortissement est de 30 ans. Avis à l'unanimité favorable et à la commission finance. Fondamental. Est-ce qu'il y a des remarques? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Point suivant qui concerne maintenant la vie associative avec plusieurs types de subventions, des subventions dites de fonctionnement et des subventions, je dirais, un petit peu plus exceptionnelles. Je crois que les sportifs, David Henry s'en occupera. Sur les subventions de fonctionnement concernant le scolaire et les associations à caractère social, tu t'en occupes, Patrick? Yes. Alors, première subvention donc dite de fonctionnement, qui ont été évoquées aussi en commission vie associative et qui ont reçu un avis favorable à l'unanimité, donc en direction de l'école Ginette des Huller-Royquin pour un projet pédagogique, en direction de la liste indépendante des parents d'élèves, c'est une subvention qui est assez récurrente, en direction du courage de combat d'Antoine à 500 €, là aussi c'est une subvention de fonctionnement habituelle, une nouvelle association qui s'appelle les Yeux d'Aloïs pour 1500 €, qui n'existait pas, donc c'est une nouveauté, qui est une association de sensibilisation par rapport à une maladie un peu particulière qui est la morose oculaire et dont les parents sont aussi les parents d'un enfant qui est atteint de cette maladie. Voilà pour les associés et les subventions de fonctionnement. Est-ce qu'il y a des remarques? Pas de remarques, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Vote à l'unanimité. Point suivant qui concerne les associations sportives. David? Oui, merci Monsieur le maire. Alors pour cette saison sportive 2025-2026, les associations et clubs sportifs qui ont souhaité bénéficier d'une subvention de fonctionnement ont déposé un dossier permettant d'analyser les actions réalisées, les projets envisagés et l'état de leurs finances, sur la base des critères objectifs et équitables de la charte des sports. Au vu des dossiers reçus ce jour et compte tenu de la nature des projets présentant un réel intérêt communal, et après avis de la commission bisportive réunie le 30 juin 2026, le conseil municipal est appelé à décider d'attribuer une subvention de fonctionnement aux associations que vous voyez donc sur le tableau ici même. On passe au vote. Alors déjà, on va demander s'il y a des questions. Oui, Monsieur Chopinet. Oui. D'abord, je tiens à féliciter la montée en prix national du tennis de table, ce qui m'amène à poser une question dans le cadre de la suite de la commission des sports, où vous avez exprimé le fait que la présence nationale, pré-nationale, on va dire, à un niveau haut, National, régional, c'est pas pré-national. je peux finir, que ces critères-là devaient être valorisés, et très valorisés, puisqu'on a eu le débat sur Italy Inside, et je souhaitais savoir si, comme on a eu cette information très tardivement le week-end dernier, si on pouvait éventuellement revaloriser le tennis de table au vu de ces critères-là. Alors, J'ai fait 4 000 € par rapport à d'autres. Alors, on le verra certainement peut-être sur les DM ou sur autre chose, mais au jour d'aujourd'hui, on va voter déjà cette subvention en termes de fonctionnement. Évidemment, la charte des sports, de toute façon, mécaniquement, elle revalorisera de fait, puisqu'il y a une notion de pré-national, cette subvention sur cette enveloppe globale. Mais évidemment, à partir du moment où il y a un projet sportif, et vous le savez très bien, puisque c'est la discussion qu'on a eue, que c'est un projet sur plusieurs années, que ce projet est structurant, il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas de sujet à ce niveau-là. Encore une fois, il y a des DM qui sont faits pour ça. Là, c'est la base. Et après, nous verrons et nous ferons monter les informations. Et l'adjoint au sport, croyez bien, il a un dialogue permanent avec le président du tennis de table pour essayer de trouver des solutions. On ne peut pas anticiper les résultats de dimanche dernier. Je suis désolé. OK? D'autres questions? Oui. Est-ce que Vita Rentrée a bénéficié avant, dans l'année, de la convention d'objectifs et de moyens, comme on n'avait pas parlé à la commission? Oui. C'était voté sur la précédente. Oui, c'est la mais c'était pour revoir. Il existe déjà une convention d'objectifs et de moyens avec Vitel Rentrée, il en a bénéficié, mais ça fait de mémoire, je crois, voter au mois de novembre, au mois de décembre dernier.
Est-ce qu'il y a des questions sur ceci? Merci. On passe au vote qui est contre. Qui s'abstient? Et il y a une particularité concernant le timing side. Non. Non, mais ça va tout de suite. Chaque chose en son temps. Ouais, chaque chose dans son temps, je vais voir. Le fait que j'avais- Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Point suivant qui concerne les subventions exceptionnelles. Monsieur Sloquet. Et subventions exceptionnelles de trois natures. Une première subvention qui concerne donc l'association Timid Side qu'on vient d'évoquer. Mais là, c'est par rapport à une manifestation qui va avoir lieu les jours prochains, c'est-à-dire samedi. Le Critérium de Vitel. Donc avec une animation qui est prévue samedi après-midi. Pour bien sûr les Vitellois et ceux qui voudront aller faire un peu de vélo, mais évidemment aussi une prestation des coureurs de Timid Side. Le budget global est de 4 569 et on propose un versement exceptionnel de 2 500. Ça, évidemment, tous ces montants ont été approuvés à la commission vie associative. Une autre subvention, celle sur le CSV Escrime de 812 € qui concerne une prise en charge partielle de la formation d'éducateur fédéral d'un des licenciés du club, ce qui est important pour le club, puisque par nature, cet éducateur fédéral pourra exercer ses talents dans le club d'escrime. Je serai très content de le voir. Et puis, dernière subvention exceptionnelle, c'est les foulées vitelloises. Donc, c'est l'attribution d'une subvention exceptionnelle de 1 500 € dans le cadre d'un budget prévisionnel global de cette manifestation qui s'établissait à 7 280 €. C'est quelque chose qui s'est déjà passé puisque c'était le 7 juin dernier. Je vous rappelle que les subventions exceptionnelles ne sont versées que sur production du bilan de l'action. Et donc ça, c'est bien des montants maximum. Il ne s'agit pas des montants qui seraient versés. D'accord ? Et en fonction des justificatifs portés, de la réalisation réelle de l'action, seulement là, on versera en fonction et ça fera l'objet d'une information à la prochaine commission vie associative sur les montants réels qui auraient été versés sur ces subventions exceptionnelles. Merci. Précision très importante. Est-ce qu'il y a des questions? Omar? Oui. Si on peut les voter une par une. Oui. Et puis vous dire qu'on votera contre évidemment celle des Timid Side puisqu'on considère qu'il était déjà eu suffisamment cette année. Lors des précédents conseils, nous avions voté à subvention l'équipement. Ok. Voilà pourquoi nous êtes contre. Donc, Timid Side qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. La CSV Extreme qui est pour, enfin qui s'abstient plutôt, qui est contre? Je vous remercie. Des foulées vitelloises qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Point suivant qui concerne un point. Par contre, juste, excusez-moi, de la maman congolaise de chaleur, et d'appeler par l'infirmière. Enfin, souvent, on se réveille, mais excusez-moi de retard. Non, mais c'est pas. Il y a des choses plus importantes dans la vie. Et la maman, c'est important. Point suivant qui concerne les commandes publiques. Le groupement de commandes avec des travaux d'interconnexion des réseaux d'eau avec la commune de Contrexéville, Jongrol-Sec, Lignéville et Vitel, avec la désignation des membres de la commission d'appel d'offres. Comme vous le savez, nous avons donc engagé la sécurisation avec des travaux et Thierry Lesinski fait un travail formidable suite aussi au travail fait à l'époque par André Auchan, notamment sur la réussir sans eau, utilisée et prélevée dans la nappe des GTI entre les communes de Contrex, Lignéville, Vitel et Dombrol-Sec. La ville de Vitel a été désignée comme coordonnateur de ce groupement. L'article 7 de la dite convention précise que la commission d'appel d'offres du groupement, composée d'un membre de la commission d'appel d'offres permanente de chaque membre du groupement, élu par ses membres, ayant une voix délibérative. La commission est présidée par le représentant du coordonnateur du groupement de commande. Suite aux élections de mars, comme chacun sait, et au renouvellement des assemblées, il est nécessaire de procéder à l'élection d'un titulaire et d'un suppléant. Je propose évidemment ma candidature et la candidature de l'adjoint en charge des finances. Est-ce qu'il y a d'autres candidats? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? On est d'accord qu'on fait un vote, non pas, j'aurais dû le préciser, à bulletin secret, mais à main, si vous en êtes d'accord. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Nous allons passer maintenant sur la partie patrimoine et urbanisme. Et je vais donner la parole à monsieur Valentin Vassallo sur les deux prochains points. Et je m'occuperai du point concernant la cession des locaux de l'ancien casino. Valentin. Merci, monsieur le maire.
Oui, donc effectivement, c'est deux sujets qui concernent en fait une désaffection et un déplacement du domaine public. Le premier sujet, c'est Madame Thierry Lafontaine, qui est propriétaire d'une parcelle. On voit ça un peu moins sur l'écran, mais grosso modo, elle a la parcelle 541. Donc c'est le long de l'allée Sœur Catherine. Et en fait, il y a un petit chemin qui fait le tour et plus personne ne l'emprunte. Donc elle a fait une demande à la mairie pour pouvoir en fait le récupérer et l'acheter à la commune. Pour ce faire, on est obligé de faire une enquête publique, justement pour vérifier que ce chemin n'est plus emprunté par les riverains. Donc voilà. Là, en gros, on vous demande votre avis pour autoriser Monsieur le maire à engager une enquête publique qui aura lieu sur une quinzaine de jours. Je précise, pas circuler et pas entretenu. C'est important de le dire. Oui, c'est vraiment un tout petit sentier. Hein. Donc voilà, il faut l'avis du conseil municipal. Pas de remarque publique. Passe au vote qui est contre. Qui s'abstient, je vous remercie. Vote à l'unanimité. Valentin, on passe au point suivant, qui concerne une partie du casino. Et ça désaffectation, du déclassement d'une partie du domaine public. Tout à fait, parce que, vous le savez tous, hein, le Casino de Vittel a déménagé dans ces nouveaux locaux. Donc on récupère les anciens locaux qu'on voit en photo ici. L'objectif, Monsieur le maire vous l'expliquera dans le point suivant, l'objectif c'est de pouvoir remettre de l'activité dans ce terrain. Pour ce faire, il faut encore une fois désaffecter, déclasser les locaux le plus rapidement possible pour que le projet aboutisse dans la foulée. Est-ce qu'il y a des remarques, des observations? On passe au vote qui est contre. Qui s'abstient, je vous remercie. Donc le point qui concerne le point numéro 14, si je ne me suis pas trompé, qui parle de la cession des casinos, des locaux de l'ancien casino de Vittel, le 158 avenue Bouloumier. Je rappelle simplement plusieurs choses, qu'il y a eu une appel à manifestation d'intérêt. J'amène un complément d'information. Je le dis sincèrement, que ce soit pour les appels d'offres ou ce genre de choses, il est clair que ça doit rester secret jusqu'à la fin, qu'il ne faut pas qu'il y ait divulgation d'informations et que je serai très vigilant sur ce mécanisme-là puisque c'est punissable par la loi et j'insiste là-dessus. Donc, la ville de Vittel est propriétaire d'un ensemble immobilier occupé jusqu'à présent récemment par la Société du Casino de Vittel. Cette activité est, comme vous le savez, transférée en direction de l'avenue des Tilleuls. Il y a eu un appel à manifestation d'intérêt. Sur cet appel à manifestation d'intérêt, on a une société qui a répondu, qui est la SCI 2L Location, représentée par M. Laurent Lémon, qui souhaite faire revivre cet endroit-là. Il est prêt même à venir à nous l'expliquer en conseil municipal, lui ou un de ses proposés, sur la future galerie commerciale de proximité de haut de gamme qu'il souhaite mettre en œuvre dans cet espace, avec un thème, l'élégance, l'art de vivre et la gastronomie, à destination évidemment des habitants et des touristes et des curistes. Il nous a fait donc une proposition. Cette proposition, compte tenu de l'avis des domaines, a été, je dirais, validée, si vous en êtes d'accord, à hauteur de 750 000 € net de taxes, légèrement inférieures à l'évaluation des domaines, qui date de 2025. Donc je vous prierai, si vous en êtes d'accord, d'accepter le prix de cession, tel que mentionné ci-dessus, et de m'autoriser, si vous en êtes d'accord évidemment, à intervenir et à contractualiser avec la SCI 2L Location ou toute autre société pouvant s'y substituer, puisqu'il y a la possibilité aussi d'avoir une corrélation avec d'autres sociétés. Et la rédaction de l'acte sera évidemment confiée à l'étude notariale de Vittel. Est-ce qu'il y a des remarques ou des observations? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Point suivant qui concerne l'éducation avec les frais de fonctionnement des écoles, la participation annuelle des communes extérieures pour la scolarisation des enfants à Vittel avec l'année 2026. Madame l'adjointe en charge du dossier, je vous cède la parole. Merci Monsieur le maire. Donc, par délibération du 19 juin 2025, la ville de Vittel a fixé la participation annuelle des communes extérieures pour la scolarisation des enfants, donc à 1 895 € pour un enfant scolarisé en école maternelle et 1 495 pour un enfant scolarisé en école élémentaire. Donc le coût réel moyen annuel par élève s'est élevé à 1 945 €. Donc on avait déjà validé ces tarifs en commission.
Donc, le conseil municipal est appelé à fixer la participation des communes extérieures pour l'année scolaire 2026-2027, donc à 1 945 € pour un enfant scolarisé en école maternelle et à 1 495 € pour un enfant scolarisé en école élémentaire. Merci. Est-ce qu'il y a des remarques? C'est comme chaque année. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Puisque vous êtes bien partis, vous allez nous faire la convention d'objectifs et de moyens avec un gros travail qui a été fait avec l'association Frimousse et notamment sa présidente. Donc voilà, donc l'objectif, donc la convention d'objectifs et des moyens avec l'association Frimousse devait être renouvelée. Donc son but, c'est de formaliser les engagements réciproques pour garantir un accueil de qualité aux familles. Donc la commune met à disposition gratuitement les locaux du rez-de-chaussée de la maison d'enfance, des espaces extérieurs, les matériels nécessaires et prend en charge les charges liées au bâtiment. D'autre part, donc l'association s'engage à assurer la gestion du dossier accueil dans le respect des obligations réglementaires et référentielles de la CLAF et de la PMI et du premier établissement, avec transmission annuelle des documents financiers et d'activité. Une subvention est possible, son attribution est allouée sur demande motivée. Merci Marie-Lorraine. Alors je précise également qu'elle a fait un travail depuis plusieurs mois. Alors je vais être très clair, quand on est membre d'une association ou d'un conseil d'administration, il faut être très consciencieux, en plus sur tout ce qui se passe en termes financiers. Et le travail de tricotage, le détricotage qui a été réalisé depuis plusieurs mois sous la responsabilité de l'adjoint aux finances et de l'adjoint en charge de la scolarité et du périscolaire, avec un travail énorme de fond qui a été établi avec la présidente. Je pense que c'est très important. Je pense que cette structure est importante pour le territoire. Et voilà, je voulais vous remercier en tant que maire, en tant que non-usager, mais au nom des Vitellois, parce que vous avez fait un travail dans un temps record et sur quelques mois. Et encore une fois, je le précise, quand on est dans un conseil d'administration, il faut être vigilant à tout, y compris au compte de l'association. Est-ce qu'il y a des remarques? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Vous avez noté que M. Chopinez est sorti. Merci beaucoup. Point suivant. Je vais dire à M. Chopinez de rentrer. Alors, le point suivant concerne les ressources humaines. Là aussi, on ne va pas s'appesantir dessus, parce que c'était vu en commission, ressources humaines. Il s'agit de modifications habituelles des tableaux des effectifs concernant des éventuelles mutations d'agents, des modifications d'horaires, les avez en détail sur la délibération, des avancements pour certains des agents ou des modifications de temps de travail, évidemment, pour les différents agents. Et la commission ressources humaines a donné un avis favorable à l'ensemble de ces modifications, sachant que le comité social territorial qui avait été consulté précédemment a donné un avis favorable à l'unanimité. Merci Patrick. Est-ce qu'il y a des remarques? Pas de remarques, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Point suivant, qui concerne toujours les ressources humaines. La mise à disposition de personnel sur deux sujets. Une première mise à disposition, ça a d'ailleurs été évoqué hier soir pour ceux qui sont conseillers communautaires. C'est la mise à disposition en direction de la communauté de communes Terre d'Eau, où on rajoute une ligne, parce qu'on le fait déjà, de mettre à disposition des personnels, et on rajoute la ligne prestations intellectuelles, notamment en matière de commande publique et de communication. Le sujet a été évoqué pour ceux qui sont conseillers communautaires hier soir au conseil communautaire, donc là on le met en place, pareil. C'est été accepté bien sûr par la commission ressources humaines et par le comité social territorial. Autre mise à disposition, c'est en direction du syndicat intercommunal d'assainissement de l'eau, du Vert et du Petit Vert, là aussi, convention là pour le coup concrète, parce qu'elle n'existait pas celle-là, pour permettre que là aussi, autant que de besoin, la mise à disposition de personnel et donc la facturation, ça sort. Là aussi, vu par la commission ressources humaines, le comité social territorial, il y a eu un avis favorable à l'unanimité. Est-ce qu'il y a des remarques? Des observations? C'est mutualisé, quelques services. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie, avec une facturation en égal. Point suivant, toujours les ressources humaines et les astreintes. Alors les astreintes, vous avez une délibération assez longue, mais qui est faite exprès, je vais vous en expliquer. Alors je ne vais pas la reprendre en entier, parce que sinon on est encore là matin. C'est simplement la volonté de vouloir remettre en une seule et même délibération diverses délibérations concernant les astreintes qui étaient de nature différente. On ne modifie rien au texte, on remet tout le monde dans la même case, si je puis m'exprimer ainsi, pour avoir un seul document permettant justement le paiement de ces astreintes. On ajoute simplement une nouvelle astreinte concrète liée à une astreinte concernant la possibilité
qui vient être ouvert à partir donc, de cette délibération-là, de modifier le règlement intérieur du cimetière pour permettre les obsèques le samedi matin. Le sujet qui n'existait pas jusqu'à aujourd'hui et qui était toujours géré un peu en dernière minute, on va dire c'est comme ça, puisque le règlement intérieur c'était du lundi au vendredi. Pour permettre tout ça, nous mettons en place une astreinte cimetière, entre guillemets, qui en fait ne permet simplement que la présence d'agents de la collectivité pour justement s'assurer du bon fonctionnement de ces obsèques. Évidemment, ils ne participent pas à l'inhumation, ils sont là simplement pour vérifier que ça se passe dans de bonnes conditions, qu'on ne se trompe pas à l'endroit, que les choses soient faites correctement, qu'il n'y ait pas de dégradation dans les concessions voisines. Ils sont là plus pour de la présence, plus que pour intervenir, parce que bien sûr c'est laissé à l'initiative des sociétés de concubinage éventuelles. Voilà, ces différentes astreintes, en fait on ne change rien, on les met tout ensemble, les délibérations, et on ajoute uniquement l'astreinte concernant le cimetière. On se risque de plus au vite et loin, même si on s'en passerait. Est-ce qu'il y a des remarques? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. On va passer au point qui concerne M. David Henry, et notamment la société publique XDMAT. C'est le point numéro 20. La société publique locale, donc SPL, dénommée SPL XDMAT, a été créée le 27 février 2012 par le département de l'Aube, des Ardennes et de la Marne, en vue de fournir à ses actionnaires des prestations liées à la dématérialisation. Par délibération du 29 juin 2017, le conseil municipal a adhéré à cette société, ainsi que les départements de la Haute-Marne, de l'Aisne, de la Meuse, des Vosges et de Meurthe-et-Moselle, de nombreuses communes et plusieurs groupements de collectivités situés sur le territoire des 8 départements. Au 15 avril 2026, la SPL XDMAT comptait 3513 actionnaires. Chaque année, conformément à l'article 225-100 du Code du commerce, l'Assemblée générale de la société doit se réunir avant fin juin pour approuver les comptes de l'année précédente et effectuer le résultat après présentation des rapports du commissaire aux comptes. À l'occasion de cette réunion, d'autres points peuvent lui être présentés, tels qu'un point sur les mandats de commissaire aux comptes ou l'adoption d'une nouvelle version du règlement intérieur ou encore la modification des statuts. Depuis 2020, la répartition du capital social suite aux adhésions et sorties intervenues depuis la dernière assemblée fait l'objet d'un examen. En effet, tout au long de l'année, des nouvelles collectivités locales et des nouveaux groupements de collectivités souhaitaient devenir actionnaires de la société et achètent à ce titre une action de la société, modifiant la répartition de son capital social. Je ne vais pas tout me les dire, je pense que c'est important, vous l'avez là, sinon la répartition, et je dirais... la détail des actions. Exactement. Et donc, compte tenu de ce qui précède... Compte tenu de ce qui précède, le conseil municipal est appelé à approuver la nouvelle répartition du capital social de la société publique SPL XDMAT, divisée en 1838 actions, telles que figurant dans les barrélistes des actionnaires à l'INSEE, la présente et tenant à bras la ventilation territoriale. Et donner pouvoir accessoirement, et c'est important de dire aussi, à M. David Henry, si vous en êtes d'accord, qui est représentant de la commune en qualité de délégué au sein de l'Assemblée spéciale pour voter cette nouvelle répartition de son capital social et la résolution, évidemment, toutes les AG qui vont avec. Est-ce qu'il y a des remarques? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Le point numéro 21 concerne la communication des décisions prises par M. le maire. Vous avez une palanquée de décisions qui vont de la renonciation du droit de préemption à des conventions, à des fixations de tarifs, avec des avenants également et des conventions mises à disposition. Est-ce qu'il y a des remarques? Donc on passe au point numéro 22 qui concerne les questions diverses. Donc je laisserai la parole évidemment, parce que j'ai eu 3 questions concernant les élus de l'opposition. Je laisserai donc intervenir ou le représentant ou un de vous concernant ces 3 questions. Vous les ferez toutes les 3. Et nous répondrons à plusieurs voix sur les différents sujets posés. Et je conclurai ce conseil municipal et cette question, enfin ce libellé questions diverses. C'est qui prend la parole? Monsieur Je vais commencer, monsieur le maire, et puis monsieur Grégoire enchaînera. D'accord. Alors, l'incident sanitaire survenu à l'école Moëquin
qui a mobilisé de nombreux acteurs en juin dernier et nous souhaitons avant toute chose saluer leur engagement, les équipes éducatives qui ont réagi avec professionnalisme, les professionnels de santé qui ont assuré un suivi attentif et les agents municipaux qui ont apporté un soutien précieux dans un contexte particulièrement difficile. Cette mobilisation collective mérite d'être reconnue. Cependant, cet épisode a également mis en lumière plusieurs fragilités de notre organisation. La première concerne la circulation de l'information. Les familles ont parfois été informées tardivement ou de manière incomplète, qui a pu générer une inquiétude légitime. Plus préoccupant encore, nous avons appris qu'il n'existe pas de fichier centralisé permettant de contacter rapidement l'ensemble des parents et des personnels concernés. Cette situation a d'ailleurs été confirmée par votre adjointe, qui déclarait récemment, je cite dans un courrier, « Pour l'instant, le service de l'enfance n'a pas en sa possession l'ensemble des adresses mail des enfants scolarisés à Viterre, et leurs conditions d'utilisation sont soumises à une réglementation particulière. » Ce constat est particulièrement préoccupant. Il signifie qu'en cas de nouvelle urgence sanitaire ou d'urgence tout court, notre commune ne dispose toujours pas d'un outil permettant une communication rapide, simultanée et fiable avec l'ensemble des familles concernées. Un second point mérite d'être également porté à notre attention, c'est les échanges intervenus à cette occasion qui laissent penser qu'il existe une méconnaissance des possibilités offertes par le cadre réglementaire en matière de communication de crise. Or, en cas d'urgence sanitaire, le Règlement général de la protection des données, RGPD, n'interdit pas l'utilisation des coordonnées des familles lorsqu'elle est nécessaire à l'exercice d'une mission d'intérêt public ou à la protection des personnes. L'enjeu n'est donc pas tant juridique qu'organisationnel. Encore faut-il disposer des informations nécessaires et des procédures clairement établies. Cet épisode doit être l'occasion d'améliorer durablement notre dispositif. C'est pourquoi nous formulons deux propositions simples, concrètes et immédiatement réalisables. Créer un fichier unique de communication d'urgence, sécurisé, régulièrement actualisé et accessible aux seules personnes habilitées. Organiser au cours du premier semestre de l'année scolaire 26-27 un exercice de simulation associant les services municipaux, les établissements scolaires et les partenaires concernés afin de tester ce dispositif, d'évaluer les délais de réaction et si nécessaire d'améliorer les procédures. Notre démarche ne consiste pas à rechercher des responsabilités. Elle vise à tirer les enseignements d'un événement qui aurait pu entraîner des conséquences beaucoup plus graves. Notre responsabilité d'élu, notre devoir de maire et d'adjoint est d'anticiper et d'améliorer les dispositifs existants et de garantir aux familles une information rapide, fiable et transparente, chaque fois que la sécurité des enfants est en jeu. Donc la question est donc simple. Êtes-vous d'accord pour mettre en place ces deux propositions? Je vous remercie. Merci. Les autres questions? Bon, on est peut-être doute. Ouais, on fera un paquet. Vous allez voir pour la suite et je fais. Bien, merci Monsieur le maire. Question diverse sur la publication des indemnités. Lors du conseil municipal du 23 avril 2026, nous avions soulevé une question portant sur la transparence des indemnités perçues par les élus. Comme nous l'avions rappelé, conformément à l'article L2123-24-1-1 du Code général des collectivités territoriales, les communes doivent établir chaque année un état récapitulatif présentant en euros l'ensemble des indemnités de toute nature perçues par chaque élu au titre de l'ensemble de ses mandats et fonctions. Cet état doit être communiqué aux conseillers municipaux avant l'examen du budget. Nous avions alors indiqué que le document présenté paraissait incomplet et demandé qu'il soit mis à jour afin d'offrir une vision exhaustive des indemnités perçues. M. Patrick Cloquet, adjoint aux finances, nous avait indiqué que cet état serait vérifié et actualisé. M. le maire avait quant à lui précisé que ces informations pouvaient être consultées sur les sites internet d'autres collectivités. Encore faut-il connaître l'ensemble des mandats exercés par les élus concernés. À notre connaissance, les mandats et fonctions concernés sont notamment les suivants. Vice-président de commission de la région Grand Est, vice-président du département des Vosges, vice-président de la communauté de communes Terre d'Eau, maire de Vittel, adjoint au maire, président du syndicat mixte SIAE 2PD, président du PETR de la Plaine des Vosges. Nous ne pouvons toutefois affirmer que cette liste soit exhaustive. Nous rappelons par ailleurs que le montant mensuel net cumulé pour un élu des indemnités est plafonné à 8 897,93 €
Notre démarche s'inscrit exclusivement dans un objectif de transparence et de la gestion municipale et de contrôle de l'utilisation des deniers publics. Il est essentiel que les conseillers municipaux, comme les citoyens, puissent disposer d'une information financière complète et sincère sur l'utilisation des fonds publics. Cette demande intervient dans un contexte où de nombreux maires des communes rurales, ainsi que leurs adjoints, choisissent de renoncer à une part significative de leurs indemnités afin de préserver l'équilibre budgétaire de leur collectivité. En conséquence, si vous pouviez apporter les éléments techniques à cette question. Merci. Le point suivant. Alors, l'an dernier, vous aviez décidé de modifier les règles d'accès à la restauration scolaire pour les enfants de très petite section, TPS, en autorisant leur accueil à la cantine à compter du 1er janvier de l'année de leurs 3 ans. Et non plus uniquement à partir de leur 3e anniversaire révolu. Cette évolution avait permis de répondre aux difficultés rencontrées par de nombreuses familles qui ne disposaient d'aucune solution pour faire déjeuner leurs enfants. Pour la prochaine rentrée scolaire, vous avez fait le choix de revenir en arrière, en refusant désormais l'accès à la cantine aux enfants de TPS jusqu'à leur 3e anniversaire révolu. Cette décision place de nouveau plusieurs parents dans une situation très difficile, au point que certains envisagent de retirer leurs enfants de la TPS faute de solution. Au-delà des difficultés immédiates rencontrées par les familles, cette problématique se représentera chaque année avec l'arrivée de nouveaux élèves. Beaucoup de parents ont également le sentiment d'être traités différemment de ceux qui ont bénéficié de la règle appliquée l'an dernier, ce qui nourrit une profonde incompréhension et un sentiment d'iniquité. Cette décision pourrait également avoir des conséquences plus larges pour notre commune, si des familles renoncent à scolariser leurs enfants en TPS en raison de l'absence de solution de restauration. Cela entraînera mécaniquement une baisse des effectifs. À terme, cette situation pourrait fragiliser le maintien d'une classe dans notre école. Il serait paradoxal qu'une décision municipale relative à un service périscolaire contribue indirectement à mettre en péril les effectifs de l'école. Lorsqu'une commune fait le choix d'ouvrir une classe de très petite section, ce n'est pas uniquement pour conforter les effectifs scolaires. Elle doit également assumer les conditions d'accueil adaptées aux besoins spécifiques de ces jeunes enfants, notamment en matière d'organisation des services qui accompagnent leur scolarisation. À cet égard, nous vous invitons à relire la circulaire de l'Éducation nationale 2012-202 du 18 décembre 2012 qui précise « Parce qu'elle concerne des tout-petits ayant des besoins spécifiques, cette scolarisation requiert une organisation des activités et du lieu de vie qui se distingue nettement de ce qui existe dans les autres classes. Il nous semble que cette exigence implique que la commune mette en œuvre les moyens nécessaires afin de permettre une véritable scolarisation des enfants accueillis en TPS dans leur intérêt comme dans celui de leur famille. Par ailleurs, ce changement de règle n'envoie pas un signal positif aux parents actifs qui souhaiteraient s'installer dans notre commune. Le groupe Ensemble pour Vittel estime que la ville de Vittel doit tout mettre en œuvre pour accompagner les familles, en particulier les parents qui travaillent, afin de favoriser leur installation, leur qualité de vie et l'attractivité de notre territoire. Aussi, pour toutes ces raisons, nous souhaiterions obtenir les réponses suivantes. Pouvez-vous expliquer les raisons objectives qui justifient le retour à la règle antérieure après le changement décidé l'an dernier? Quels éléments nouveaux ont conduit la municipalité à revenir sur une mesure qui avait pourtant apporté une réponse concrète aux besoins des familles? Et enfin, envisagez-vous de rétablir cette règle ou de définir un dispositif stable, durable et équitable afin que toutes les familles concernées soient traitées selon les mêmes critères, quelle que soit l'année scolaire? Je vous remercie. Merci M. Chopinel. Donc, comme je vous l'ai expliqué, nous allons faire une réponse à plusieurs voix. Concernant le point 1 et le point 3, je pense que l'adjointe en charge des différents dossiers va vous répondre. Je donnerai également la parole à l'adjoint en charge des sports. Et enfin, M. Floquet vous répondra. Et évidemment, je conclurai par cette partie questions diverses par mes propos. Et nous finirons cette séance de conseil municipal. Madame Marie-Laurent Jacquet. Merci, monsieur le maire. Monsieur le conseiller municipal, vous interrogez la municipalité sur les conditions d'accueil des enfants de très petite section de moins de 3 ans au restaurant scolaire. La décision retenue pour la prochaine rentrée procède d'un choix d'organisation responsable fondé sur les conditions réelles d'accueil des très jeunes enfants et sur les moyens dont dispose la collectivité. Il convient tout d'abord de rappeler que la restauration scolaire est un service public facultatif
De même, la scolarisation des enfants en très petite section avant l'âge de 3 ans n'est pas obligatoire et elle doit être progressive. Dès lors, aucune disposition légale n'impose à la commune d'organiser l'accueil de ces enfants à la cantine. L'expérience acquise ces dernières années a mis en évidence les besoins spécifiques des enfants de moins de 3 ans pendant le temps méridien. Accompagnement renforcé, rythme des repas, détachement entre l'école et le restaurant scolaire, surveillance constante et prise en compte de leur maturité. C'est pourquoi il a été décidé d'appliquer une règle simple, claire et identique pour toutes les familles. Les élèves de très petite section seront accueillis à la restauration scolaire à compter de leur 3e anniversaire. Vous évoquez enfin un risque de baisse des effectifs scolaires. À ce stade, rien ne permet d'établir un lien entre cette organisation de la restauration scolaire et les effectifs des écoles. La commune demeure pleinement engagée en faveur de la petite enfance et de l'attractivité de son territoire, tout en veillant à proposer des services adaptés, sécurisés et compatibles avec les moyens humains dont elle dispose. Notre responsabilité est de garantir un accueil de qualité et sécurisé pour chaque enfant, dans le respect du principe d'égalité entre les usagers et des compétences qui relèvent de la commune. Alors, pour votre question sur la cantine, avant d'y répondre, je souhaite avoir une pensée particulière pour les agents du service de la maison de l'enfance, les équipes périscolaires, les agents des écoles, les directeurs d'établissement et l'ensemble des personnels municipaux qui ont été mobilisés durant cet épisode. Ils ont fait preuve d'un grand professionnalisme, d'une disponibilité constante et d'un sens exemplaire du service public. Ils ont accompagné les enfants, répondu aux interrogations des familles et appliqué avec rigueur les consignes des autorités sanitaires. Je sais également que certains d'entre eux se sont sentis injustement mis en cause à travers des publications diffusées sur les réseaux sociaux. Je tiens à leur dire publiquement qu'ils ont toute notre confiance, toute notre reconnaissance et tout notre soutien. Les agents territoriaux ne sont pas des acteurs du débat politique. Ils méritent le respect pour le travail qu'ils accomplissent chaque jour au service des familles. Nous partageons tous le même objectif, garantir la sécurité des enfants et assurer une information fiable et adaptée lorsqu'une situation exceptionnelle survient. Contrairement à ce qui est suggéré, la commune n'est pas restée sans communication. Les familles ont été informées par les établissements scolaires, les services municipaux et les autorités sanitaires, chacun dans le cadre de ses compétences. Nous avons fait le choix de communiquer uniquement sur des informations confirmées afin d'éviter les rumeurs, les interprétations hâtives et les messages contradictoires. S'agissant de la communication avec les familles, je tiens à rappeler que ce sujet n'a pas attendu cet événement pour être pris en compte. Depuis plusieurs années, les services municipaux travaillent à améliorer les outils et les modalités de communication avec les familles. Cette démarche se poursuit naturellement parce que les attentes évoluent et que toute organisation peut toujours être améliorée. La question ne se résume d'ailleurs pas à savoir si le RGPD autorise ou non l'utilisation d'adresses électroniques en cas d'urgence. Le véritable enjeu est de disposer de données fiables, régulièrement mises à jour, sécurisées et accessibles aux seules personnes habilitées. C'est un travail de fond qui est déjà engagé. D'ailleurs, si le fichier de contact n'était pas complet pour l'année scolaire en cours, il l'est déjà pour la rentrée 2026. En ce qui concerne un exercice de simulation, la ville n'a pas attendu cet épisode pour se préparer à gérer des situations exceptionnelles. Nous l'avons démontré durant la crise sanitaire liée à la Covid-19, où les services municipaux, les établissements scolaires, l'éducation nationale, l'État et l'ensemble de nos partenaires ont su travailler ensemble avec efficacité dans un contexte pourtant bien plus complexe et durable. Cette expérience a permis de développer des méthodes de coordination et de communication dont nous bénéficions encore aujourd'hui. S'agissant de l'organisation d'exercices de simulation, la commune y participera naturellement si un tel exercice est jugé utile et organisé avec l'ensemble des partenaires compétents. En matière de gestion de crise, l'efficacité repose avant tout sur une coordination entre les collectivités, l'éducation nationale, les autorités sanitaires et les services de l'État. Notre objectif n'est pas d'organiser un exercice pour répondre à une polémique, mais de poursuivre une démarche d'amélioration continue fondée sur le retour d'expérience, comme nous l'avons toujours fait. En revanche,
Je regrette que durant cet épisode, des informations inexactes aient été diffusées publiquement, notamment en laissant entendre que des analyses complémentaires avaient été demandées par les autorités sanitaires. C'était faux. L'ARS a clairement indiqué qu'aucune analyse supplémentaire n'était demandée. Dans une situation où les familles étaient légitimement inquiètes, chacun devrait avoir pour responsabilité de relayer des informations vérifiées. Diffuser des informations erronées ne fait qu'entretenir l'inquiétude et fragiliser la confiance. Notre priorité reste inchangée, protéger les enfants, accompagner les familles et soutenir les agents qui assurent chaque jour le service public. C'est cette responsabilité qui guide notre action, loin des polémiques et toujours au service de l'intérêt général. Je vais laisser la parole à M. David Henry, agent en sport et à la communication, qui va pouvoir compléter les propos. Merci Madame Jacquez. Effectivement, avant de faire un petit point d'information, il y a eu beaucoup de sujets sur le sport dernièrement. J'aimerais juste vous faire passer une consigne relative à la participation des élus aux événements sportifs. Je vous la lis tout de suite. Dans le cadre des manifestations sportives organisées sur le territoire, il est demandé aux élus souhaitant assister à un événement de bien vouloir en informer préalablement une des personnes suivantes, M. Brice Rancier-Lemay, directeur du CPO, moi-même, adjoint au sport, ou M. Franck Terry, maire de Vittel. Cette démarche permet d'assurer une bonne coordination protocolaire et organisationnelle, notamment concernant l'accès aux espaces réservés aux officiels, partenaires ou organisateurs des compétitions. Afin de respecter les règles d'accueil mises en place par les organisateurs, il est rappelé que les espaces réservés aux officiels ne peuvent être occupés sans autorisation préalable. Cela étant dit, donc comme je vous disais, j'aimerais faire un autre point d'information. On risque d'être peut-être un peu redondant, mais il s'agit de le faire parce que c'est important. Donc comme je le pense très sincèrement, être élu d'opposition est indispensable pour une démocratie, comme on l'a dit. Contrôler, questionner, proposer, parfois s'opposer, c'est tout à fait normal. Et c'est un principe démocratique que je respecte profondément. Mais il existe une limite que nous ne devrions jamais franchir. Celle qui consiste à fragiliser le travail des agents municipaux, à diffuser des informations incomplètes, comme l'a pu le dire ma collègue Mme Jacquez, ou à perturber des projets avant même qu'ils n'aient été finalisés. Ces dernières semaines, plusieurs prises de position de l'opposition ont malheureusement contribué à installer un climat de polémique permanente. Parfois au détriment des faits, mais surtout au détriment du travail des services municipaux. Les premiers à subir ces polémiques ne sont en effet pas les élus. Ce sont bien les agents municipaux, des femmes et des hommes dont on a déjà parlé, qui travaillent chaque jour pour les Tellois et les Telloises, avec professionnalisme et engagement, et qui ne devraient jamais, encore une fois, devenir les victimes d'affrontements politiques. Critiquer les élus, c'est une chose, mettre en cause les agents, c'en est une autre. Prenons donc l'exemple de la fermeture temporaire de la piscine. Les faits sont simples. Prenons-le. S'il vous plaît. Je répondrai après. S'il vous plaît. Non. Laissez-moi finir parce qu'on vous a laissé parler tout à l'heure gentiment. On vous aiderait pour suivre et vous m'interromprez, il n'y a pas de souci. Après, si vous avez des questions, je serai là pour y répondre. Les joints des bassins ont fini par révéler d'importantes dégradations. Joints détériorés, carreaux cassés. C'est des zones qui présentaient un risque réel de blessure pour les usagers. Et puis d'ailleurs, nous avons fait le tour ensemble et on en avait déjà parlé à la suite de la commission sport. Il était donc de notre responsabilité, bien sûr, d'intervenir. Comme chacun le sait, lorsqu'on fait appel à une entreprise, les délais d'intervention ne sont pas toujours faciles. Deux possibilités donc existaient. La première consistait à maintenir la piscine ouverte, malgré ces risques, en espérant qu'aucun accident ne survienne. Si une blessure avait eu lieu, la ville aurait été tenue pour responsable et aurait probablement dû fermer l'équipement pendant une période encore plus longue que cette semaine de fermeture. La seconde consistait à programmer les réparations, comme nous l'avons fait, durant une période où la fréquentation était historiquement la plus faible, c'est-à-dire fin de période scolaire et avant la pleine saison, afin de garantir la sécurité de tous. Nous avons donc choisi la sécurité. J'ai également été surpris de voir certaines propositions présentées ensuite comme des idées nouvelles, alors qu'elles avaient été évoquées en commission justement, commission sport, et validées par monsieur le maire. Les tarifs promotionnels de la piscine, notamment les carnets d'entrée à tarifs préférentiels, sont le fruit d'un véritable travail collectif, entre les élus bien sûr, mais surtout proposés par les services des sports et les équipes municipales. Ces propositions ne reposent pas sur une intuition, une publication sur vos réseaux sociaux,
Elle s'appuie sur des chiffres de fréquentation, des retours d'expérience et une volonté de redonner de l'attractivité à notre piscine. Une commission municipale, pour rappel, est un lieu de travail où des idées sont débattues, amendées, parfois abandonnées, avant d'aboutir. Communiquer publiquement sur des projets encore en construction ne crée pas de transparence. Ça crée de la confusion et ça complique surtout inutilement le travail des équipes. Aujourd'hui, plusieurs agents nous disent se sentir injustement mis en cause, je pourrais vous montrer les messages, frustrés de voir leur travail gâché et se sentent parfois même découragés par des commentaires qui mettent en doute leur professionnalisme alors qu'ils accomplissent leur mission avec sérieux et engagement. Le même procédé a été utilisé concernant les subventions aux associations sportives. Quelques chiffres sortis de leur contexte ont suffi à alimenter une digression assez colérique, non constructive bien sûr, de la part de l'opposition pendant cette commission, alors que les règles sont pourtant très claires. Les subventions, comme nous l'avons dit, sont attribuées selon une charte appliquée à l'ensemble des associations et la Team Inside a décidé de ne pas en faire partie. Évoquer un montant de subventions sans distinguer les subventions de fonctionnement, d'investissement, les aides exceptionnelles, les moyens matériels ou humains mis à disposition par la ville revient à présenter une réalité incomplète, encore une fois. C'est précisément pour éviter ces amalgames que nous avons engagé un travail de transparence afin de recenser l'ensemble des aides accordées à toutes les associations selon les mêmes critères. Et enfin, non, la ville ne finance pas un logo sur un maillot. Non, j'y viens. Merci de ne pas couper la parole. Elle accompagne une association qui représente Vittel au plus haut niveau de sa discipline, qui organise des événements dans notre ville, qui participe à l'animation locale et qui contribue effectivement au rayonnement de notre territoire. Subvention, c'est une récompense, un investissement public au service de notre politique, certes, mais surtout au service du dynamisme de notre vie associative. Pour conclure, je ne serai pas plus long, je souhaiterais faire passer juste un simple message. Je n'y vois aucun inconvénient à ce que vous continuiez à nous interpeller ou à questionner nos décisions, c'est bien votre rôle. Continuez même à nous contredire en ce que vous l'estimez nécessaire, respectez le secret qui vous incombe en commission et par-dessus tout, respectez le travail des agents municipaux. Les Vitellois et les Vitelloises attendent de leurs élus, certes, des explications que nous leur donnerons toujours, des projets et des résultats et certainement pas une succession de polémiques. Gouverner, c'est agir, tendre la main dans l'intérêt général et pour le bien commun. Je vous remercie. Merci David. Merci. Non, s'il vous plaît. Non. me dire qu'on contredire, qu'on pouvait... Non. C'est moi qui donne la parole. J'ai le pouvoir de police. Vous poserez une question lors de la prochaine réunion. Il y a une mise en cause. Non, il n'y a pas de mise en cause. Non. Bien sûr que si. Arrêtez de polémiquer. Je souhaiterais juste répondre sur les agents. Non. S'il vous plaît. Nous n'avons jamais dit ça. S'il vous plaît. Sylvie. Nous n'avons jamais dit ça. J'ai la police de l'Assemblée. Même Vous à poserez une l'Assemblée, ils ont un question. droit de retour de quelques secondes. Non. Même à l'Assemblée nationale. Vous regarderez comment c'est fait le règlement intérieur. Vous posez votre question. Assis selon M. Perry. Oui. C'est vous qui me parlez de ça. Laissez tomber là. La loyauté aussi. On passe à Madame Vincent, s'il vous plaît. Madame Vincent. Sylvie, vous allez nous parler d'Oise. Oui, merci Monsieur le maire. Je souhaitais faire une information générale quant à la canicule actuelle et vous expliquer un petit peu ce que nos agents réalisent actuellement au niveau du CCAS. Voilà, donc je vais donner juste quelques chiffres, petite information, non pas polémique, je précise tout de suite. Donc nous avons un listing actuel de 207 Vitellois, dont 22 personnes qui ont été récupérées vulnérables. Actuellement, nous avons 34 personnes inscrites sur le registre Plan Canicule et Oasis Solidaire. Donc je précise que les 34 personnes inscrites, c'est sur leur propre initiative. Nous ne pouvons pas obliger les gens à venir s'inscrire chez nous. Nous avons actuellement 112 appels téléphoniques que nos agents ont passés jusqu'à présent pour la canicule. Plusieurs appels ont été faits envers certaines personnes plusieurs fois parce qu'elles avaient besoin d'être accompagnées à plusieurs moments. Je précise également que nos agents ont effectué jusqu'à présent 41 visites à domicile, dont une personne qui a été amenée à être hospitalisée car elle était donc justement, elle avait oublié de prendre ses médicaments et elle était donc en manque, dans une situation d'urgence.
Voilà. Ce que je voulais simplement dire, moi je voulais en profiter pour remercier nos agents du CCAS qui font un travail formidable depuis la canicule, parce qu'apparemment depuis c'est pas fini, donc il va y en avoir d'autres. Et quand on calcule déjà le nombre d'interventions qu'elles ont effectuées sur le terrain, j'estime que c'était important d'en informer le conseil municipal ce soir. Voilà, merci. Merci Mme Vincent. Monsieur Floquet. Alors, donc il me revient de répondre à la question sur la publication des indemnités. Alors juste quelques précisions déjà. Effectivement, lors de la discussion que nous avons déjà évoquée de nombreuses fois, les indemnités, effectivement, il y avait un état récapitulatif qui ne mentionnait que les indemnités versées au titre de la ville de Villers. C'était effectivement incomplet. Nous avons complété, effectivement, avec l'ensemble des indemnités perçues par l'ensemble des personnes ici autour de la table, qui donc figurent sur l'état qui est dans l'état budgétaire, qui d'ailleurs est public depuis plus de 2 mois sur le site de la ville. Hein. Il suffit d'aller dans l'annexe budgétaire, comme c'est légalement prévu, puisque ça a été rectifié aussitôt. Petite précision, parce qu'il y a une petite erreur dans tout ça, vous citez un certain nombre de mandats, aucun sujet là-dessus, d'ailleurs certains ne sont pas justes, mais ce n'est pas le sujet. Simplement, c'est que la loi nous oblige à une publication des indemnités de l'année N-1. Donc ce qui est actuellement sur le site de la ville correspond au mandat antérieur de l'année N-1. Et évidemment, il faudra avoir un peu de patience pour l'année 26, et par exemple président du PEDR, parce que ça ne figurera pas de fait sur l'annexe budgétaire actuelle, puisqu'elle ne figurera que sur l'annexe budgétaire de l'année 2026, qui sera publiée en 2027. Ça, c'est pour la précision sur le fond. Et gentiment, vous nous conseillez de vérifier que le cumul net des indemnités est plafonné à 8 897. Ne vous inquiétez pas, déjà on connaît l'information. C'est une chose, il va nous la rappeler, et on est loin de ces montants-là. Par ailleurs, on essaye simplement de se soumettre aux obligations légales, de respecter bien sûr la transparence, et comme je vous le disais, tous ces chiffres ont été mis en ligne aussitôt que ça nous a été fait remarquer. C'est pas encore tellement tout ça qui me pose question, c'est plus d'où vient cette obsession permanente autour des indemnités. Comment je vais dire ça? Certaines personnes ont des obsessions sécuritaires, d'autres personnes ont des obsessions identitaires. Vous, visiblement, vous êtes soumis à un problème d'obsession indemnitaire. Ça revient sans arrêt. Comme s'il y avait une fascination autour de ces indemnités dans le cadre d'un processus de deuil autour d'une défaite électorale. Voilà. Je ne comprends pas. On a, je pense, expliqué, fait œuvre de transparence concernant tout ce sujet. Et quitte peut-être à en décevoir certains ou en étonner d'autres, personnellement, comme monsieur le maire, puisque c'est surtout ces 2 personnes qui sont visées, on assume totalement, on l'a toujours assumé, il n'y a pas de difficulté. C'est des indemnités qui sont légales, qui sont, comme je le disais tout à l'heure, où je rappelais par rapport au montant cumulé bien inférieur d'ailleurs au plafond des différentes collectivités, mais enfin ça, peu importe, c'est pas le sujet. Ça correspond d'ailleurs à des indemnités, on l'a déjà expliqué de nombreuses fois, concernant à nos mandats respectifs par rapport à nos vies professionnelles, par nos vies personnelles, les frais, etc. Je vous rappelle, comme on l'a déjà dit, que nous ne bénéficions pas de remboursement de frais concernant ces différentes activités, mais c'est notre point de vue. Et vous revenez sans arrêt sur ce sujet-là, que ce soit en conseil municipal, que ce soit par des biais de publications, d'ailleurs pour certains avec des informations erronées. Donc, bref, passons. Toujours est-il que j'ai quand même, c'est ça mon interrogation, de pouvoir revenir sans arrêt là-dessus, et vous m'obligez à redire, vous m'obligez encore une fois, à redire ce que j'ai déjà évoqué lors d'une réunion électorale. Nous assumons le montant de ces indemnités. Vous assumez dans vos rangs
un adjoint qui a perçu ses indemnités à ne rien faire Non. pendant S'il vous plaît. Objection, S'il vous je plaît. ne permettrai pas. S'il vous Monsieur plaît. Floquet, vous avez S'il vous ces plaît. informations qui ont été enregistrées. S'il vous À plaît. l'époque, j'étais officier de S'il police vous plaît. judiciaire et on pourrait vous engager dans Eh une ben, procédure faites- judiciaire. faites- Je ne faites- permettrai pas ce genre S'il de vous propos. plaît. Merci. Un peu de tenue. Non. S'il vous plaît. qui a perçu ses indemnités, je redis, à ne rien faire pendant plusieurs mois, dont acte. Il y en a beaucoup autour de la table. Il ne faut pas Je faire. ne me suis pas permis de vous couper, monsieur Chopinet, apprenez aussi ça. La politesse, ça commence par ne pas... S'il vous plaît. Chacun, donc, je disais, a ses notions de l'éthique et de la transparence. Le commentaire sur les indemnités s'arrête là. Donc en guise de conclusion, Est-ce que je puis prendre la Non, parole? non, non, non. Il y a un règlement, le règlement est clair. Vous avez posé vos questions. Le règlement n'a toujours Sans pas été débattre, diffusé. s'il vous plaît. Il existe encore, vous le garderez et vous verrez le prochain coup. Vous poserez vos questions par écrit. Merci. En conclusion, mesdames, messieurs, être maire, ce n'est pas chercher le conflit, c'est faire avancer les dossiers et notre ville, dans l'intérêt des Vitellois. Depuis le début du mandat, nous avons choisi l'action. Ce soir, comme vous avez pu voir, vendre probablement de l'ancien casino, délégation de chauffage où il y a eu un accord à l'amiable, plus de 1,3 million qui renforce donc les finances de la ville. Et d'autres résultats arrivent, après pour mémoire, pour ceux qui veulent l'entendre, le train et la ligne 14, le fait que le Club Méditerranée reste, mais aussi d'autres annonces à venir dès septembre. La démocratie, et je souscris à ce qu'a dit monsieur David Henry, a besoin d'une minorité constructive, pas d'une opposition systématique. Quand la critique s'appuie sur les contre-vérités, on vous l'a expliqué, comme par exemple sur l'eau, sur la piscine ou sur la cantine, elle n'aide ni les projets ni les agents. Cela crée du poujadisme et du populisme. Les élections sont passées, le 15 mars dernier, nous avons été reconduits. Merci aux Vitellois pour leur confiance. Ces mêmes Vitellois attendent des résultats, pas des polémiques. En guise de conclusion, évidemment, nous tendrons la main à tous ceux qui veulent faire avancer Vittel. Les habitants jugeront sur les actes, comme ils l'ont fait la dernière fois, entre parenthèses, sur les investissements et les décisions qui améliorent le quotidien et préparent l'avenir. Notre cap, comme je l'ai expliqué lors de la campagne aux Vitellois, c'est une ville qui rassemble et pas qui divise, dans le respect des uns et des autres. C'est une ville qui agit et c'est aussi une ville qui avance sereinement. Merci de votre attention, bonnes vacances à tous et rendez-vous fin septembre et je dirais même, allez les Bleus. Bonsoir.